Bonjour les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire donc de notre série Les Contes de la forêt. J'espère que vous avez aimé la dernière histoire et qu'elle vous a fait inspirer des discussions en famille ou entre copains à l'école ou dans la cour de votre maison. Est-ce que vous avez eu le temps d'en discuter un petit peu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Venez me le dire. Mais avant toute chose, likez, partagez et surtout pour ceux qui ont des difficultés à avoir la connexion Internet, pensez à télécharger votre histoire pour pouvoir la lire en toute autonomie et en toute tranquillité à la maison quand vous aurez du temps. Et cette fois-ci hors connexion parce que ça vous reviendra moins cher. Merci en tout cas de me suivre pour ces histoires embarquées dans la forêt de l'Afrique centrale, le Cameroun notamment, où j'ai vraiment plaisir à vous raconter ces histoires que j'ai reçues de mes grands-parents quand j'étais toute petite, que j'ai partagées avec tous mes frères et sœurs. Et dans ma famille, il y en avait 24 en tout. Bon, après les autres, ils étaient déjà plus grands quand moi j'écoutais les histoires. Hein. Mais derrière moi, il y a une bonne petite dizaine aussi d'enfants. Et nous étions tous ces enfants-là, quand on allait en vacances chez ma grand-mère au village, on la pressait tous les soirs. Bon, en fait, on attendait avec impatience que la nuit tombe pour que ma grand-mère s'installe alors qu'elle avait fini de partager le repas du soir avec nous, qu'elle s'installe dans son lit en bambou au coin du feu à nous raconter toutes ces histoires-là. Et dans ma petite tête, elles y sont encore toutes pleines. Si vous voulez en savoir autant que moi, eh bien, restez avec moi. Pour moi, c'est un rappel des choses, ça me rappelle mon enfance. Pour vous, ça sera une découverte de la sagesse africaine. Et justement, une sagesse africaine dit: il ne faut jamais négliger le conseil des anciens. Parce que si vous négligez le conseil des anciens, qu'est-ce qui va vous arriver? Que des embrouilles, que des malheurs. Et voilà le problème qui est au centre de notre histoire du jour. Aujourd'hui donc, on va parler de la forêt interdite. Cette forêt interdite, il ne fallait jamais y aller parce que personne n'avait le droit d'y aller, ni de jour, ni de nuit. Mais il y a un téméraire qui avait donc décidé d'y aller. Et comment il a eu cette idée? Il s'agit donc de Monsieur Melot. Melot chez nous veut dire les oreilles. Les oreilles, si on extrapole un peu, on va dire celui qui est têtu. Melot, les oreilles, c'est-à-dire le têtu. Aujourd'hui, la famille Melot. Ce qui s'était passé, vous vous rappelez l'histoire de Mouaga. Mouaga, donc le père avait été dévoré dans la forêt Kwamb par un lion affamé et donc qui avait laissé dans la famille du chagrin. Et dans le village, tout le monde, tous ses amis, toute la communauté qui se disait: oh, mais c'est triste que le père de Mouaga ait été dévoré comme ça dans la forêt. Et c'était bien triste évidemment, mais beaucoup plus triste dans le cœur de quelqu'un dont on ne soupçonnait pas du tout l'importance. Mais en fait, le père de Mouaga avait un ami d'enfance qui avait toujours cheminé avec lui, qui avait fait tous ses 400 coups avec lui, qui avait tout partagé avec lui. Les gens, ils les voyaient marcher ensemble, mais personne ne savait à quel point M. Melot tenait à son frère et ami d'enfance, qui était donc le père de Mouaga. C'est ainsi que quand le papa de Mouaga se fait dévorer dans la forêt Kwamb par ces lions méchants, ces lions affamés, ces lions féroces, eh bien, il reste dans le cœur un énorme chagrin. Et lui, le père de la famille, qui a également un garçon et une femme, s'est dit: je pense qu'il va falloir que je change de village. Je ne vais pas continuer à vivre dans ce village si cette menace de la forêt Kwamb est sur nous, sur tous les habitants, étant donné que nous devons y aller tous les jours quand même pour chercher la nourriture, pour nourrir nos familles, pour nourrir nos enfants, pour nourrir même nos parents qui sont fatigués et âgés. Et je pense qu'il va falloir trouver une autre solution. Alors je vais sortir de ce village, je ne vais plus habiter Bigouins parce que la seule forêt à côté où on peut aller chasser, c'est la forêt Kwamb. Alors, puisque je ne peux plus aller à Kwamb, parce que d'abord, ça me rappelle trop la mort de mon ami d'enfance, mais ça me rappelle aussi que je suis moi-même sujet à ce qu'un jour, un animal, une bête féroce me dévore dans la forêt, parce qu'il suffira que je ne sois pas assez attentif, que ça me tombera dessus. Et en plus, j'ai un garçon aussi. Lui, il sera amené à aller encore dans cette même forêt pour aller chasser plus tard. Et quand il sera marié, ça sera un cercle interminable. Alors, il faut que je déménage de ce village. Et c'est ainsi qu'il se décide à aller de l'autre côté de la rivière Mampang. Mampang,
pour arriver à Mampang, il faut traverser la rivière. Cette rivière qui s'appelle Ngouan. Ngouan. Bon, Ngouan, je ne sais pas comment vous le traduisez, mais en tout cas, c'est une rivière toute noire. Pourquoi elle est noire? Eh bien, parce qu'autour, il y a une énorme forêt, une immense forêt dont les arbres laissent tomber les feuilles mortes dans l'eau. Et donc, ces feuilles mortes, quand elles pourrissent au fond de l'eau, transforment la couleur de l'eau en noir. Mais en fait, l'eau, elle n'est pas noire. L'eau, elle n'est pas sale. L'eau, elle est bonne. Il y a d'ailleurs des animaux qui vivent dedans, comme les poissons, les silures, les carpes, les tilapias. Et que cette eau-là, d'ailleurs, nourrit aussi les animaux de la forêt. Et cette eau, si vous la prenez dans vos mains, vous voyez bien qu'elle est propre, mais qu'il y a des petits bouts des petites fibres de feuilles mortes et des feuilles pourries qui se baladent. Mais la feuille, quand elle est pourrie, quand elle est bio, vous pouvez boire de cette eau aussi. Il ne vous arrivera rien. La preuve, les animaux boivent de cette eau-là. Les hommes, les pêcheurs vont là-bas pour pêcher les silures, les carpes, les tilapias, et etc., les brochets. Donc, il faut traverser la rivière Ngouan pour aller au village Mampang. C'est ainsi que le père Melo prend sa femme et son fils qui avait l'âge de Mwaga et traverse la rivière en pirogue. Et puis de l'autre côté de la rive, il descend et il se dit, si je vais essayer de m'installer au village Mampang, peut-être qu'ils ne m'accepteront pas. Alors je vais créer mon petit village, mon hameau ici, juste à la rive, près de la rivière. Au moins ma famille aura de l'eau. Et autour, il y a une forêt. Ma famille pourra cultiver des aliments qu'on mangera. Par exemple, les maniocs, les maïs, les macabos, les bananes plantains. Et moi, je me contenterai d'aller chasser dans cette autre forêt. Pour une fois, ce n'est pas une forêt Kwamb. Donc, ça me changera de la forêt Kwamb. Je pourrai trouver la nourriture, tout ce qui est de la viande, du gibier pour ma famille, et ma femme fera des champs à côté. C'est ainsi que, armé de sa machette, il défriche toute une parcelle. Et puis dans la journée, se faisant aider par son costaud garçon qui était maintenant un jeune homme et sa femme, ils vont couper des arbustes pour faire l'ossature de la maison, tailler les palmiers pour avoir la paille pour faire le toit de la maison. Et c'est ainsi que, en une journée, avec toute la force qu'il avait, accompagné de sa famille, il va monter une case. Une case, et c'est ainsi que dans la soirée, alors il était installé avec sa femme et ils réchauffaient les réserves qu'ils avaient ramenées de Bigouins en pirogue. Ils étaient installés dehors dans la cour, autour du feu. Voici le vieux qui est donc le chef du village Mampang, qui arrive pour dire « Bonjour, messieurs, dames, j'ai vu que vous vous êtes installés ici, mais il ne fallait pas, vous auriez dû me demander avant, parce que ici, dans ce village, personne n'a le droit de s'installer à cet endroit précis de la forêt. Vous pouvez vous installer partout ailleurs, mais pas ici. Donc avant de vous installer, la meilleure chose aurait été de venir voir les anciens du village pour leur demander s'ils vous donnent l'autorisation de vous installer là, ou alors si on pouvait éventuellement vous faire une petite place au village Mampang à côté. » Et voici le père Melo qui écoute et il dit « Mais c'est trop tard maintenant, moi je suis installé avec ma famille, on va y rester, on ne va pas faire autrement. Je ne vais pas recommencer encore à aller voir ailleurs et recommencer à défricher, à monter une case alors que j'ai une case ici, qu'est-ce que ça peut bien vous faire que j'habite ici, que je sois... » Et le chef du village qui voyait en ce monsieur quelqu'un qui n'essaye pas d'écouter, qui n'essaye pas de demander le pourquoi et le comment des choses, le laisse faire, rentre tranquillement chez lui. Il était 5 heures de l'après-midi. Et je vous dis toujours, à 6 heures en Afrique, sous la canopée, sous la jungle, dans la jungle, la forêt, déjà les arbres à 4 heures de l'après-midi faisant ombrage vous donnent l'impression qu'il est 6 heures. Mais à 6 heures véritablement du soir, et de la nuit tombe. Le chef du village Mampang est rentré chez lui sans rien rajouter. Il devait sûrement savoir ce qui allait arriver à la famille. Donc, la famille Melo s'installe. Ils avaient fait 2 lits en bambou,
un lit pour les parents plus grands et un lit moyen pour le grand garçon. Et cette nuit-là, le grand garçon, comme mu par l'excitation de cette nouvelle vie qu'ils allaient avoir, s'est dit, mais moi je vais pas me coucher, je reste encore un peu, je vais écouter les bruits de la forêt dans la nuit. Bon, allez-y vous couchez les parents, moi j'arrive. Il est resté encore un petit peu autour du feu, à ressasser, à penser à ses copains de Bigouins là-bas qu'il avait laissés, et surtout à son ami Mouaga aussi, qui était devenu désormais le prince qui avait épousé la princesse à Bondoum là-bas. Et il revoyait sa vie et se disait, bon, je vais essayer de me projeter moi ici. Peut-être qu'un jour, je trouverai quelque chose à faire et pourquoi pas me marier aussi, avoir des enfants. Il n'était pas jaloux, non, il n'est pas du tout jaloux de Mouaga parce que sachant que ça a été un coup de la chance, si Mouaga a été promu de simple villageois de Bigouins à prince à Abondoum, donc c'est normal, c'est un ami, donc de temps en temps, il ira le voir, pas de problème. Les parents sont allés se coucher et le fils Melo est resté un petit peu autour du feu, à regarder les étoiles, à respirer l'air de la soirée, en se disant, ah, on est sorti de Bigouins, on est à l'abri. Erreur! À peine était-il rentré pour se coucher, les parents ronflaient, ils dormaient mais paisiblement de tout ce qu'ils avaient travaillé dans la journée. Ils étaient fatigués, ils dormaient à point fermé. Et voici Mouaga qui s'allonge dans son lit et il entend Batouba, Batou, Batouba, Batou. Ça, c'était des pas qui avançaient vers la maison. Des pas qui se rapprochaient. À chaque pas, il entendait Batouba. Le deuxième pas, il entendait Batou, Batouba, Batou, Batouba, Batou. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Il se demandait. Et plus les minutes avançaient, plus le bruit se rapprochait de la maison, de la case. Et là, ne tenant plus, il essaye de réveiller son père. Papa, réveille-toi, j'entends du bruit bizarre dehors. Et ça approchait. Batouba, Batou, Batouba, Batou, Batouba, Batou. Lui qui était un garçon courageux, avait commencé à trembler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'entends? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a essayé d'ouvrir la porte, mais il s'est dit non, je ne vais pas ouvrir la porte. On ne sait jamais si c'est un monstre ou quoi. Il va directement s'engouffrer dans la maison. Autant que je calfeutre bien toute la maison. Alors il prend des branches, il met derrière la porte, il prend la hache de son père, il l'accroche derrière la porte pour faire vraiment contrepoids, pour pas que cette chose qu'il entendait de l'extérieur puisse rentrer. Et il prend les bouts les rondelles de bois que son père avait coupées dans la journée, il les bloque derrière la porte. Donc, il pensait s'être calfeutré. Il pensait avoir sauvé sa famille ainsi, avoir protégé sa famille. Et le bruit ne cessait pas. Batouba, Batou, Batouba, Batou, Batouba, Batou. Et près de la maison, il entend Outaka. Oh wow! Ouchoua! À gauche, c'est la porte de la case. Et la porte qui s'éclate. Entre-temps, les parents, comme s'ils avaient été endormis par une puissance, comme s'ils avaient été hypnotisés, ne se réveillaient pas. Il était tout seul à affronter le monstre. Parce qu'en effet, c'était un monstre qui s'était présenté devant lui. Un géant énorme. Et lui, pourtant c'était un grand garçon, un costaud, il n'arrivait même pas à la cheville du monsieur, tellement l'autre était grand, tellement il était immense, tellement il était menaçant. Et alors ce monsieur qui arrive, et avec de toute sa hauteur, lui dit, qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? Personne ne vous a dit qu'on ne vient jamais dans la forêt du monstre. Alors vous m'avez défié, vous avez osé me défier. Et maintenant, petit garçon, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas venir me lécher cette blessure que j'ai au pied. Ça fait tellement longtemps que je la trimballe. Et le fils Molo se baisse pour regarder. Il voit une énorme blessure dans la cheville du monstre, avec plein d'asticots, des asticots qui s'éjectaient comme ça, qui sautaient dans l'air.
Il dit, mais non, moi je ne vais pas me baisser pour lécher ça, hein, ça va pas ou quoi? Et le monstre lui dit, tu oses me contrarier, tu oses me contredire. Ça ne va pas justement dans ta tête. Maintenant, jeune homme, tu te baisses et tu vas me nettoyer cette blessure immédiatement. Et il était là. Le fils Melot tremblait comme ça de tout son corps. Il tremblait. Obligé de se baisser. À peine s'était-il baissé comme ça pour aller vers le pied du monstre que l'autre lui a donné un tranchant sur le cou, sur la nuque. Bam! Il était mort. Et voilà, le monstre qui s'en va chez lui, tranquille. Il rentre chez lui. Et le matin, les parents se réveillent enfin et regardent leur fils par terre avec le cou, la nuque brisée. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Comment comprendre ce qui est arrivé? Et comment est-ce que ça a pu arriver alors que nous étions dans cette case endormis sans avoir rien entendu? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et la mère inconsolable, toute la journée, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, toutes les larmes de son corps. Le mari, le soir arrive, l'après-midi, il avait déjà bien sûr enterré son fils dans un coin de cette nouvelle case. C'était le grand chagrin dans la maison. Le père pleurait, la mère pleurait et tout le monde pleurait. Ils vivaient ce drame que tous les deux. Personne ne pouvait venir les assister. Et dans la nuit prochaine, la nuit suivante donc, la mère Melot, qui était toujours en prise de son chagrin, n'arrêtant pas de pleurer, a préféré rester à l'extérieur, au coin du feu, en essayant d'interroger le ciel, la nature, les étoiles, la lune. Qu'a-t-il bien pu arriver à mon fils dans la nuit? Que s'est-il passé? Pourquoi on m'a enlevé mon fils? Que s'est-il passé? Puis son mari, fatigué d'avoir toutes ces émotions-là de la journée, avoir enterré son fils, avoir essayé de consoler sa femme, essayer de dire ça va aller ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et bien sûr qu'elle n'écoutait pas. Comment faire une maman cœur brisé? Bon. Et quelque part, il avait une petite voix qui lui disait, c'est peut-être ce que le vieux essayait de me dire. Il essayait peut-être de me prévenir que cette forêt était dangereuse. Mais de toute façon, c'est trop tard, je suis installée, on va rester là, on va pas discuter longtemps de ça. C'est ainsi que, dans la nuit, alors qu'il est couché, qu'il s'endort, sa femme vient enfin fermer la porte, s'installer assise près de lui, toujours triste parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Au bout d'un moment, elle entend Batouba, Batou, Batouba, Batou, Batouba, Batou. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Et la dame ouvre la porte, regarde à l'extérieur, rien. C'est tout noir, c'est tout calme, sauf quelques autres oiseaux nocturnes qui émettent des cris, quelques bêtes de nuit aussi qui émettent des cris. Ben, ça c'est tout à fait normal, elle a l'habitude de ce bruit de la nuit, là, ça ne l'étonne pas. Mais c'est quoi ce bruit bizarre? On dirait quelqu'un qui marche. Et encore, à peine elle se calme, elle arrête de tendre l'oreille, ça reprend. Batouba, batou, batouba, batou. Et à chaque pas, c'est la terre qui tremblait. Batouba, la terre qui tremble. Batou, batouba, batou, batouba, batou. Et à l'approche de la maison, Ouchaka, Ouchoa, Aguiche, c'est la porte. Alors qu'elle avait essayé à l'approche de ses pas, à l'approche de ce bruit énorme, à l'approche de ce bruit qui ressemblait à un tremblement de terre, et calfeutrer la maison pour protéger son homme et elle-même. La porte a quand même cédé. Et devant elle, tout d'un coup, un géant, un gigantesque homme, plein de vêtements déchirés, de guenilles, et une longue barbe, une gueule tordue, des yeux exorbités, qui lui disent, qu'est-ce que vous faites dans ma forêt? Personne ne vous a jamais dit de ne pas mettre vos pieds ici. Vous ne saviez pas qu'on n'ose jamais me contrarier,
vous confronter à moi. Vous vous croyez assez fort pour me résister. C'est pour ça que vous êtes installé là. C'est pour ça. Et je ne savais pas. C'est mon mari qui nous a amenés. Réveille-toi, chérie, réveille-toi. Explique-toi avec le monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi lui dire. Et le mari, on aurait dit qu'on l'avait inoptisé. Qu'on lui avait donné un somnifère. Impossible de se réveiller. Sa femme avait le mode. Réveille-toi, chérie. Le gifle, réveille-toi, mon amour. Il arrive quelque chose. Viens, réveille-toi, viens voir ce qui se passe. Rien n'y faisait. Elle était face au monstre toute seule. Et là, elle a compris ce qui a pu arriver à son fils. Mais que pouvait-elle y faire? Le mal était déjà fait. Elle était face au monstre. Et le monstre lui dit, bon, maintenant, puisque vous avez osé vous mesurer à moi, à ma puissance, à ma toute puissance, moi le chef de cette forêt, moi le chef de ces lieux, moi le génie de la forêt, vous vous êtes mesuré à moi, maintenant tu viens me nettoyer cette blessure. Oh, elle baisse les yeux sur le pied du géant. Une énorme blessure qui jetait les asticots qui jaillissaient de là. Et puisque c'est une femme, elle n'a pas osé résister. À peine s'était-elle penchée pour aller vers la blessure, en pensant que si elle l'avait fait, elle aurait sauvé sa vie. À peine s'était-elle penchée que PAM! Sur la nuque, morte. Le même sort qu'avait connu son fils, la mère venait de le connaître. Et le monstre qui s'en va chez lui tranquille. C'était le roi de la forêt, c'était le maître des lieux. Au matin, l'homme qui se réveille, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sa femme gisait par terre, avec la nuque cassée. Et alors, au lieu de partir, au lieu de se dire, je vais sortir d'ici, je crois qu'il y a une malédiction dans cette forêt, eh bien, l'homme, le téméraire, celui qui avait souvent été chassé à Kwamp, se dit, c'est pas pour si peu que je vais partir. Puisque de toute façon, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et en plus, je ne vais pas laisser ici les tombes de ma famille, la tombe de mon fils, la tombe de ma femme, pour partir. Ce n'est pas possible, je n'irai nulle part. Je voudrais faire face à ce monstre-là moi-même, si jamais il y a un monstre. Si c'est une malédiction, je vais y faire face tout seul. J'ai ma machette, on me connaît à Bigouins comme étant un grand chasseur. Si c'est un animal qui s'amuse comme ça, à venir chez moi, dans la nuit pendant que je dors pour tuer les miens, et bien aujourd'hui, il me trouvera moi-même. Et on va en découdre tous les deux. Et donc la nuit, il ne dort pas, il reste dans sa maison avec sa machette bien aiguisée près de lui, et il attend. La nuit passe, la nuit s'avance, les heures se passent, et puis, Batouba, Batou, Batouba, Batou, Batouba, Batou. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Qu'est-ce que j'entends? Batouba, Batou. Et le sol qui tremblait, les arbres qui bougeaient, la maison qui bougeait, le toit qui avait. On aurait dit qu'un ouragan se déroulait autour. On aurait dit qu'une tempête enveloppait la maison. On aurait dit que la terre s'ouvrirait sous lui. Mais rien, juste ça bougeait. Batouba, Batou, Batouba, Batou. Oh, tchaka, ouah, ouchoua, abouche sur la porte. Alors qu'il avait essayé de se calfeutrer, alors qu'il avait essayé de bloquer sa porte par tous les moyens possibles, les vieilles chaises de lit de son fils et tout qu'il avait mis derrière la porte de la case. Et rien n'y avait fait. Le monstre, avec un seul coup, avait réussi à rentrer chez lui. Et là, c'est vous le monsieur qui avez conduit votre famille dans cette forêt interdite. Vous avez osé braver mon autorité. Vous avez osé braver ma puissance. Est-ce que personne ne vous a jamais prévenu? N'étiez-vous pas au courant que personne ne met ses pieds dans cet endroit précis de cette forêt de Mampan? C'est moi qui règne ici. C'est moi qui donne les autorisations. Comment avez-vous osé? Mais excusez-moi, monsieur Jour.
demande pardon, je ne savais pas. J'ai connu d'autres malheurs ailleurs. J'ai voulu venir là parce que je pensais enfin reconstruire, redémarrer, reconstruire une nouvelle vie avec mes enfants, loin de Bigouins et tout. Je ne savais pas, veuillez m'excuser, monsieur, je vous en prie, je ne recommencerai pas. Et c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut vous renseigner avant de vous engager. C'est trop tard, monsieur. C'est ainsi que la même chose, le même ordre que son fils avait reçu, que sa femme avait reçu. Maintenant, si tu veux que je te laisse la vie sauve, tu viens me nettoyer ma blessure avec ta langue. Tu viens la nettoyer, tu viens lécher ma blessure. S'il vous plaît, je ne peux pas regarder, il y a des asticots. Ah ouais, t'as dit ça, il y a des asticots. Eh bien, il fallait y réfléchir avant. Maintenant, tu lèches cette blessure. Ou je te tue moi-même. De toute façon, l'issue était inéluctable. Le père Melo se penche, et ce qui lui est arrivé à son fils et à sa femme, et bam, derrière la nuque, mort. C'est ainsi que s'achève donc cette histoire, le drame de la famille Melo. Melo, les oreilles, Melo, la petitesse, Melo, l'orgueil, Melo, celui qui n'est pas prudent, l'imprudent. Parce que si Melo avait ne serait-ce que fait attention à l'avertissement du chef du village Mampagne, est-ce qu'on en serait là? Et si Melo n'a pas écouté, c'était quoi le problème? C'est son éducation de base. Si simplement il avait été un petit peu malin, il aurait interrogé les villageois de Mampang pour leur demander s'il n'y avait aucun risque à s'installer dans cette forêt. Et surtout, si ses parents lui avaient parlé quand il était jeune. Et s'il les avait écoutés, dans le sens où il aurait dû être prudent en toutes choses, surtout quand on est chef de famille. On revient au même. Celui qui n'écoute pas les anciens, il lui arrive toujours quoi? Des malheurs. Et les anciens, c'est qui? Les parents. Les anciens, c'est qui? Les oncles. Les anciens, c'est qui? C'est les personnes âgées. Non seulement il faut les écouter, mais aussi il faut prendre soin d'eux. À bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de liker et de partager. À très vite!